Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Voici pourquoi l'Afrique est en manque de bons stades aux normes internationales. Dans cette édition, nous vous proposons un reportage concernant les mauvais stades africains. Karim Benzema fait son retour en équipe de France pour l'Euro 2021. La fin de feuilleton entre l'attaquant français et la Fédération française de football, notamment Le Gret et Didier Deschamps. Résultat, Chelsea-Leicester pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de la Premier League. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la retraite dorée de Samuel Eto'o, la nouvelle vie de la légende camerounaise. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec les stades africains entre scandale, mauvaise gestion, mais aussi le manque d'entretien. L'Afrique est en déficit de bons stades aux normes internationales. D'ailleurs, la Confédération africaine de football a récemment refusé l'homologation à plusieurs stades pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Suivons ce reportage avec Serigne Saliou Seck. Le cauchemar du football africain n'en finit toujours pas. Les pays africains ont toujours du mal à organiser des compétitions dignes de leur nom, faute de mauvais stades, un problème malheureusement récurrent dans les pays africains, d'où les différents championnats sont quasiment pauvres. L'une des principales causes du manque de bonnes pelouses, le continent surfe visiblement dans d'autres priorités, comme celle de l'économie qui n'arrête plus d'être un phénomène difficile à résoudre. Cette pauvreté est aussi d'une part entraînée par nos hommes politiques, qui pensent que le football n'en fait pas beaucoup dans leurs affaires de gouverner. C'est pourquoi le constat est maintenant unanime. Même les sorciers blancs qui ont eu à entraîner des pays africains comme Claude Leroy estiment qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'on ne prête pas assez d'attention à l'état des terrains, qui est l'instrument de travail des joueurs. En Afrique, il y a du soleil et de la pluie, tout ce qu'il faut pour avoir de bonnes pelouses. Une autre cause de ce fléau serait de vouloir construire des stades gigantesques qui ne répondent pas aux bonnes normes des règles. En Afrique, on y trouve des stades de ce genre qui manquent aussi d'entretien favorable. Ici, l'ignorance fait défaut. Sur l'histoire du ballon rond, beaucoup pensent que les stades ne servent qu'au sport et rien d'autre. C'est peut-être l'une des raisons de ce manque vivement constaté qui fait le tour des artères sur le continent. Compte tenu des propos du Marocain Hicham El Amrani, secrétaire général de la CAF de 2011 à 2017, le problème est en effet davantage lié à un manque de vision à long terme qu'à une pénurie de moyens. L'ancien dirigeant pointe du doigt une mauvaise coordination entre les États, les fédérations et les communes. D'après Hicham, on y vient pour des compétitions sportives, mais aussi pour assister à des spectacles, boire un café, déjeuner, faire du shopping, ce que beaucoup ignorent dans ces instituts. Dans ce contexte, certaines fédérations de football n'ont jamais clairement étalé leur budget annuel pour la bonne mine des stades. Pourquoi tout ce mystère autour de ces financements qui parlent des milliards alors qu'on peine toujours à avoir un stade de 20 000 places dans chacun de ces pays africains? Pour pallier ces carences, comme toujours, la Fédération internationale de football a annoncé son intention de trouver à nouveau des financements à hauteur de 830 millions d'euros afin de permettre la construction d'au moins un stade de grande qualité dans les pays affiliés à la CAF, comme l'avait déclaré son président Gianni Infantino en février 2020. Reste maintenant à voir si cela va avoir lieu et est-ce que nos différentes fédérations vont utiliser l'argent promis par la FIFA. En bon escient, cet état de fait combiné à la problématique de la pandémie de la Covid-19 ont contraint la CAF d'un commun accord avec la FIFA à reporter les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique initialement prévue au mois de juin en septembre 2021, ce qui permet aux 23 pays déjà sursis de déposer de 5 mois pour se mettre aux normes et d'éviter l'externalisation de leurs matchs. La course à l'homologation devrait être lancée un peu partout. Rappelons qu'une qualité de pelouse et des bancs de touche, l'éclairage, la numérotation des sièges, la propreté des vestiaires, les sanitaires pour les spectateurs, la sécurité de l'enceinte et l'équipement des installations destinées aux médias constituent la batterie de mesures pour obtenir le feu vert afin d'accueillir les matchs des éliminatoires du mondial qatari. L'entretien, un autre casse-tête. La construction des infrastructures est une chose, leur entretien en est une autre. Il constitue aussi un véritable casse-tête des différents États africains. Si l'Afrique du Sud a pu accueillir le mondial et homologuer 13 stades, le Maroc a fini de démontrer sa capacité à accueillir une phase finale de Coupe du Monde après 5 tentatives infructueuses avec ces 8 stades qui n'ont absolument rien à envier aux stades européens. Tel n'est pas le cas pour l'écrasante majorité des pays africains. Un seul exemple suffit pour démontrer
montrer à quel point certains pays pêchent au niveau de l'entretien. Le Mali a abrité la CAN 2002, disputée sur 4 stades. 19 ans après, ce pays ne dispose d'aucun stade répondant aux normes. Les stades du 26 mars d'Amari Dao de Ségou, de Babemba Traoré de Sikasso et celui d'Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes sont devenus des champs de ruines. Pire, le Gabon, qui a pourtant abrité la CAN 2017, n'a homologué qu'un seul stade, c'est celui de la rénovation de Franceville. Idem pour l'Angola, hôte de la CAN 2010, à défaut de confier la gestion de ses infrastructures à des collectivités locales, comme semble être le cas en Afrique du Sud. D'autres pays tentent de contracter avec des privés. C'est le cas de la Guinée, qui a confié l'entretien, la gestion du stade Nongo à Antonio Soare pour les 30 prochaines années. C'est peut-être une piste de solution. Au Sénégal, la retrouvaille avec la société de gestion des infrastructures publiques qui gère l'IREL Dakar Arena au niveau de Diamniadio. Nous restons avec Serigne Saliou Seck pour évoquer le retour de Karim Benzema en équipe nationale de France. Didier Deschamps a publié une liste de 26 joueurs pour l'Euro 2021. L'attaquant français du Real Madrid a enregistré une très belle saison avec son club, la Maison Blanche, et est convoqué pour cette compétition prestigieuse européenne. Merci de revoir ce reportage avec Serigne Saliou toujours. C'est maintenant officiel, Karim Benzema fait son retour en équipe de France. Le joueur français du Real Madrid est parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l'Euro. Plus de 5 ans après sa dernière apparition en sélection, le joueur du Real Madrid, 33 ans, va donc bel et bien renouer le fil de son histoire internationale. Celui-ci s'était distendu à l'automne 2015 au moment de la révélation de l'affaire de la sextape. Il avait ensuite paru au moins jusqu'à aujourd'hui se rompre définitivement en juin 2016 au lendemain des déclarations du joueur à l'adresse du sélectionneur. Aux yeux de ce dernier, le Madrilène avait franchi la ligne rouge en déclarant qu'il avait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France au moment de sa non-sélection à l'Euro, à plus forte raison lorsque sa maison à Concarneau avait ensuite été taguée avec le mot raciste. Le temps est un remède à tout et l'heure du pardon est arrivée. Réuni ce mardi avec son staff au siège de la Fédération française de football, le patron des Bleus a procédé aux derniers abritages et acté sans doute la réintégration du meilleur attaquant français de la saison. 29 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. De prime abord, cette décision a de quoi interpeller tant on a imaginé les positions des deux hommes irréconciliables. C'était toutefois oublier un élément fondamental et sans doute déterminant dans le dégel des relations et le retour en grâce de Benzema. Son duo avec Mbappé promet le mandat de Deschamps entamé en août 2012 et jalonné de quelques épisodes présentant peu ou prou des similitudes avec celui-ci. À plusieurs reprises, le capitaine des champions du monde en 1998 avait su faire abstraction de ses rapports orageux avec certains joueurs, Ben Arfa, Gignac ou Rabiot. Pour les rappeler en équipe de France, dans sa démarche, Deschamps n'a jamais dérogé de sa ligne de conduite en mettant sans cesse en avant la notion de collectif et l'intérêt supérieur de l'équipe de France. Selon lui, rappeler Benzema est désormais opportun d'un strict plan sportif et ne présente d'aucune manière que ce soit un quelconque risque pour l'équilibre et l'harmonie du groupe France. Deschamps n'avait pas agi différemment à la fin du mois d'août 2020 en tendant la main à Adrien Rabiot, lequel s'était pourtant auto-exclu du groupe France en mai 2018 en refusant de figurer dans la liste des réservistes en vue du mondial russe. Je n'aime pas prendre des positions radicales, avait alors justifié Deschamps au moment de commenter le rappel de l'ancien Parisien. 9 mois plus tard, le joueur de la Juventus Turin réunit l'unanimité sur son nom en sélection au point de prétendre à une place de titulaire durant le championnat d'Europe. Son attitude et son implication à chaque rassemblement sont appréciées à tous. La France va donc s'avancer équipée d'une arme offensive supplémentaire avec Karim Benzema, 81 sélections, 27 buts dans ses rangs et déjà tous les amoureux des Bleus salivent par avance dans sa future association avec Kylian Mbappé, adversaire en club à l'hiver 2018 puis à l'automne 2019. Les deux hommes parlent sur le terrain un langage commun, celui du talent. Pourtant, Karim Benzema a récemment hérité à nouveau du titre du meilleur joueur français évoluant à l'étranger dans le cadre des traditionnels trophées UNFP, auteur de 29 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues, avant d'affronter l'Athletic Bilbao ce dimanche au pays
Pays Basque lors de la 37e journée du championnat d'Espagne. L'attaquant Barça et son coéquipier sous les couleurs madrilènes Ferland Mendy, il se succède à lui-même, sachant que l'édition 2020 des trophées UNFP a été annulée l'année dernière, coronavirus oblige. C'est un prix très important pour moi. Je suis très content de la gagner une nouvelle fois, savoure l'ex-lyonnais sur Beansport. C'est pour cela que je remercie l'UNFP et tous les joueurs qui ont voté pour moi. C'est une fierté comme chaque fois, encore à la lutte pour le titre de champion d'Espagne avant l'ultime journée la semaine prochaine. Le Real Madrid de Karim Benzema s'est hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, éliminé par Chelsea. Un parcours plus qu'honorable au vu de la cascade de blessures qui s'est abattue sur la Castille tout au long de la saison, et c'est en grande partie grâce à l'international tricolore qui a toujours répondu présent pour maintenir l'équipe de Zinedine Zidane à flot. En Angleterre, c'était un match fou entre Chelsea et Leicester pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de la Premier League. Chelsea était à 64 points tandis que Leicester était à 66. Cette rencontre était décisive pour ces deux équipes pour la course dans le top 4 de la Premier League et espérer une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Suivons le résumé de la rencontre avec Edouard Abetou. Chelsea a frappé fort dans la course pour la prochaine Ligue des Champions après sa victoire de 1 contre Leicester ce mardi à l'occasion d'un match avancé de la 37e journée de Premier League. Les Blues délogent leur adversaire du soir de la 3e place et sont en position favorable pour valider leur ticket pour la C1. 3 jours après leur affrontement lors de la finale de la FA Cup qui s'est terminée sur la victoire des Foxes 1-0, Chelsea et Leicester se retrouvaient ce mardi pour une autre rencontre à enjeu, cette fois en Premier League. Et à l'arrivée, les hommes de Tuchel ont forcé la décision en seconde mi-temps pour arracher la victoire avec des buts signés Rudiger et Jorginho sur penalty. Iheanacho a réduit le score pour les Foxes sans conséquence. A signalé que N'Golo Kanté est sorti sur blessure. Une mauvaise nouvelle pour les Bleus à 11 jours de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après carrière de Samuel Eto'o, l'ancien attaquant du FC Barcelone, la légende camerounaise entre jet privé, business et NBA. Samuel Eto'o est en train de mener une retraite dorée. L'ancien joueur du FC Barcelone qui a marqué le football africain est aujourd'hui un homme d'affaires, un grand businessman. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. La légende du football africain met à profit ses études de gestion d'entreprise pour servir à son continent. En septembre dernier, le quadruple joueur africain de l'année a mis un terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 38 ans. Je veux aider et apporter ma contribution positive à la transformation de notre continent, a déclaré Eto'o à travers le site Jeune Afrique. Samuel Eto'o acquiert de nouvelles compétences. L'ancien attaquant du Cameroun et du FC Barcelone reste le meilleur buteur de son pays avec 56 buts en 118 matchs. Et depuis la fin de sa carrière, le quadruple ballon d'or africain 2003, 2004, 2005 et 2010 a passé presque un an à Boston pour un beau défi qu'il s'est lancé, celui de s'ouvrir les portes du monde des affaires. L'ancien international camerounais demeure le joueur africain le plus riche de l'histoire. En déposant ses baluchons à l'Anzima Kashkala entre 2011 et 2003, Samuel Eto'o fils était devenu le footballeur le mieux payé de la planète à 20 millions d'euros, 13,1 milliards francs CFA net la saison complète. C'était après avoir à peu près tout gagné sur les terrains. Il pouvait largement profiter d'une pré-retraite dorée. Il est le footballeur africain le plus riche malgré qu'il ait pris sa retraite le 6 septembre 2019. Le jeune diplômé titulaire d'un MBA et d'un doctorat honoris causa rêve d'un rôle important dans l'avenir du sport continental et peut-être même en politique. En mars dernier, il avait un temps caressé le rêve de briguer la présidence de la Confédération africaine de football CAF avant de se raviser, les autorités de son pays ayant estimé le moment peu opportun. Ce diplôme est pour lui un moment fondateur pour sa vie d'après. Le monde de l'entreprise lui tend les bras, Samuel Eto'o en est convaincu. Il a appris de son expérience malheureuse dans le secteur de la téléphonie mobile avec 7 mobiles. Il faut se relever et marcher. Il investit dans la tech et suit particulièrement une pépite lancée au Sénégal, touchant au secteur du fret et du transport aérien. Même s'il nie toute ambition politique, l'ex-attaquant des Lions indomptables semble appliqué à se construire
construire une stature. Un talent précoce, Eto'o a déménagé au Real Madrid à 16 ans. En raison de la concurrence dans sa position avec des joueurs plus expérimentés, il a eu plusieurs périodes de prêt avant de signer pour Mallorca en 2000, où il a marqué 70 buts. Sa forme impressionnante l'a vu rejoindre Barcelone en 2004, où il a marqué 130 buts en 5 saisons et est également devenu le détenteur du record pour le plus grand nombre d'apparitions pour un joueur africain en Liga. Vainqueur de la Liga à 3 reprises, il a été un membre clé de l'attaque de Barcelone, aux côtés de Ronaldinho, qui a remporté la finale de l'UEFA Champions League 2006, avec Eto'o marquant en finale, et faisait partie d'un avant-3 de Lionel Messi et Thierry Henry, qui a remporté la finale de l'UEFA Champions League 2009, avec Eto'o à nouveau marqué en finale. Il est le deuxième joueur de l'histoire à marquer en 2 finales de l'UEFA Champions League. En 2009, il a signé à l'Inter, où il devient le premier joueur à remporter 2 triplés continentaux européens, suite à ses succès dos à dos à Barcelone et l'Inter. En tant que membre de l'équipe nationale camerounaise, Eto'o faisait partie de l'équipe qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2000. Il a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002. Eto'o a participé à 4 Coupes du Monde et 6 Coupes d'Afrique des Nations. Il est le meilleur buteur de tous les temps dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts et est le meilleur buteur de tous les temps du Cameroun et le 3e joueur le plus capé avec 56 buts en 118 sélections. Merci Edouard pour ce reportage sur Samuel Eto'o, un homme qui a marqué son temps, qui a marqué aussi le football africain. Respect à lui. Avant de vous quitter, la question du jour, selon vous, la convocation de Karim Benzema est-elle normale ou bien, je vais reformuler, que pensez-vous de cette convocation de Karim Benzema, son retour en équipe nationale de France pour l'Euro 2021? Merci et bonne fin de soirée.